Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Et quand on parle d'histoire de la musique en province de Luxembourg, on ne peut pas nier Dole, dont tu es, Rémi, le représentant aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nicolas. Comment c'est né Dole? Comment c'est né? C'est né de l'envie de quelques jeunes, qui, étaient branchés sur les labels indépendants, le mouvement punk et post-punk, à la fin des années 70, de faire de la musique, d'approcher ce monde-là. Vraiment, par une rencontre de plusieurs personnes, qui venaient de moi pour ma part Marbehan, mais aussi, à Bellaneuve et principalement à Thu. Et ça s'est fait assez naturellement. Il y a eu, une convergence de vues, qui a fait que la mayonnaise a pris assez rapidement. La New Wave, parce que c'était le mouvement qui était en vogue à l'époque, ou quel était l'impact du mouvement à l'époque? Oui, tout à fait. Bah, l'impact était quand même assez limité et assez alternatif et je pense que nous étions une poignée de jeunes, encore étudiants en humanités ou peut-être déjà en études supérieures, à vraiment suivre de manière, avide et répétée, les nouveautés de ce mouvement et je dois dire que c'était vraiment une avalanche de nouveaux noms, de nouveaux groupes et de musique donc qu'il était parfois difficile de trouver, puisqu'il n'y en avait pas l'accès à la musique comme maintenant et donc il y avait vraiment, énormément d'appétit, énormément de on avait vraiment faim de cette musique parce qu'on avait connu les années 70, on avait connu la musique progressive, le blues, enfin toutes ces choses-là, et que le mouvement des labels indépendants et l'idée de faire tout soi-même, qui était mise en avant nous plaisait beaucoup. Et dans le son, qu'est-ce qui te plaisait en particulier? Alors l'idée de la new wave, après les punks, c'est que n'importe qui peut prendre un instrument et créer sa musique. Alors ça a permis, de découvrir ce qu'on appelait des idiots géniaux qui ont fait, 2-3 chansons incroyables et ensuite ont commencé à faire de la musique comme tout le monde et devenaient moins intéressants. Mais ça a aussi permis de révéler des personnes qui nous ont fait découvrir leurs univers et qui nous ont fait entrer dans une forme de modernité parce qu'il y avait également les nouveaux instruments. Par exemple, Dole a commencé avec une boîte à rythme, avec l'ATR 808 de Roland qui était un modèle révolutionnaire qui aujourd'hui est tout à fait légendaire. Ensuite, nous avons préféré repasser sur un format plus rock avec un batteur dans la personne de Marc Hydremont. Il y avait également les synthétiseurs, qui étaient encore assez rudimentaires à l'époque où, notre claviériste, Éric Bussienne devait brancher des câbles, et programmer un à un les pas de son, des les différents programmes. Voilà, il y avait un aspect technologique qui nous intéressait et c'était assez facile d'accès. Il fallait pas faire des grandes études, même si personnellement j'ai un background, de musique classique. On pouvait juste prendre une guitare et essayer quelque chose et ça donnait un résultat, voilà, sans Vraiment de complexe. l'expérimentation, on peut dire. Oui, il y avait de l'expérimentation et nos premiers titres étaient d'ailleurs assez, partaient un peu dans tous les sens, on essayait plein de choses, voilà. Tu voyais que dans ton entourage, c'était accessible au grand public, cette musique-là? Ou ça commençait à être accepté? Ou en tout cas chez les plus jeunes, ça parlait? Comment ça fonctionnait en termes de popularité? Oui, je pense qu'on est c'est une époque, aussi où les jeunes accédaient à des nouveautés en termes heu, de musique parce que ça a été l'éclosion des radios libres, ça a été les premières vidéos. Hem, on est passé vraiment à un autre monde au niveau des médias et la diffusion de la musique a changé. Je pense qu'aussi qu'il y a eu des concerts marquants dans la région qui ont permis à certains de se rencontrer. C'est d'ailleurs lors du concert légendaire d'AC/DC au hall polyvalent d'Arlon qu'on a discuté pour la première fois d'un projet de groupe. Hem, mais ça restait quand même quelque chose d'assez confidentiel par rapport au grand public, je dirais, où on vivait dans un monde où tout le monde connaissait le numéro 1 au hit parade, ce qui n'est plus du tout concevable aujourd'hui. Et par rapport au groupe en tant que tel, donc comment la sauce a pris, j'ai envie de dire? Comment c'est parti? Donc il y a eu, je pense, déjà un 1 single à la base ou déjà un album directement? Comment ça s'est passé, si je me souviens? Alors vraiment, ça s'est passé de manière assez naturelle, assez fluide, puisque, après avoir, commencé en faisant des reprises, nous avons, assez naturellement composé des morceaux. Ensuite, une personne de notre entourage nous a proposé un enregistrement, qui était gratuit en fait. Il était possible de disposer d'heures de studio, de nuit, ça a mis des mois et des mois et des mois et ensuite c'est Patrick, le frère de notre guitariste Michel Biver, qui s'est improvisé, manager et qui a contacté des maisons de disques en envoyant une cassette avec, quelques titres et comme par miracle, il y a eu une réponse positive. Donc ça s'est fait assez naturellement. Un événement très marquant, ça a été aussi le tout premier concert lors d'un concours de groupe, où il y avait quasiment la crème de tous les groupes de la région et où on a pu être épinglé par certaines personnes. Voilà donc je pense que,
le groupe dégageait quelque chose de très positif et que ça a attiré les bonnes volontés, et des gens de plus en plus professionnels autour de nous qui nous ont permis d'évoluer et je dois dire que tout ça s'est passé sans accroc, pendant plusieurs années. On est toujours en direct de l'entrepôt pour ce podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Podcast à retrouver bien sûr sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube en vidéo. Rémi, par rapport au label Pias, par exemple, très connu, qui a été racheté il n'y a pas si longtemps par Universal, ben, Tout à fait. Dole a été l'un des premiers, si pas le premier, à signer sur ce label, indépendant à l'époque. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que là aussi, nous avons accompagné les premiers pas de ce label qui aujourd'hui est devenu énorme. Était jusqu'à quelques années le plus gros label indépendant du monde et peu de gens le savent, c'est une fierté belge. C'est un label qui emploie 300 personnes dans le monde et qui a signé des groupes énormes, je pourrais pas citer de nom, mais vraiment, une force très importante dans la musique et eux aussi ont fait leur premier pas avec nous. Nous avons été la première signature conjointement avec un groupe flamand, et pendant plusieurs années, ils nous ont soutenus d'une manière, très intense et ils ont vraiment, contribué énormément à notre développement et également à la sortie de notre album dans différents territoires, dont le Canada, la France, la Scandinavie, je peux encore citer l'Italie, la Grèce par exemple, voilà et je pense que ce label Pias, a été une chance pour nous et encore maintenant, c'est un nom qui compte donc dire que nous sommes la première signature chez Pias, c'est un moment, c'est un événement dont nous sommes toujours très fiers. Il y avait Franc 242 qui était à la même époque sur le label et qui a terminé, qui Oui. tournait d'adieu justement récemment. Tout à fait, Front 242 et d'autres groupes belges et internationaux et effectivement via, le label et via d'autres connaissances, nous avons pu, côtoyer, pas mal de musiciens belges et étrangers, sur scène et également dans des studios et ça nous a, permis de vivre une jeunesse, assez incroyable, J'imagine. oui. Voilà, par rapport à, bah, l'album Speed of Hope, ça vous a emmené où? Je pense, on a parlé de la Grèce et cetera, mais il y a aussi le Maroc. Oui, Ça c'est unique, tout de même pour, un groupe de jouer là-bas. tout à fait, nous avons eu l'occasion de jouer dans un grand festival, où 10 000 spectateurs sont venus écouter des groupes pendant 10 jours, à Marrakech. Donc pour nous, c'était vraiment, en même temps des vacances et un très grand moment puisque, comme l'organisation n'était pas toujours, très fluide, on a pu jouer 2 fois, d'une part et d'autre part, c'est à ce moment-là que nous avons appris que nous étions signés, en France chez Polydor, ce qui pour nous était une étape très, très importante vers l'international et vers un label, un major. Ce qui malheureusement, n'a pas donné le résultat escompté, mais c'était vraiment très prometteur. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est stoppé net, comme ça à un certain moment? En fait, je pense que comme beaucoup de jeunes, nous avons fait de la musique le samedi après-midi comme d'autres, font un loisir et de fil en aiguille, le plan s'est déroulé sans accroc et au final, nous avions, chacun notre histoire personnelle, nos préférences, nos choix professionnels qui ont fait que nous avons divergé tout simplement. Nos goûts musicaux également ont divergé et au fil du temps, le je dirais que le centre commun est devenu de plus en plus diffus et c'était aussi un moment où il fallait peut-être, faire plus d'efforts, pour s'investir, pour durer, mais je pense que les décisions qui ont été prises étaient les bonnes au moment où elles ont été prises parce qu'en 87 quand le groupe s'est arrêté, j'étais prêt à passer à autre chose, j'ai travaillé dans la musique classique ensuite, dans des labels et je pensais que la boucle était bouclée. Hem, il y a eu aussi le fait que nous n'avions pas, autant d'informations aussi rapidement que maintenant, par rapport à la situation au niveau des différents labels. Lorsque nous disons les projets en France, se sont arrêtés, eh bien, nous ne comprenions pas exactement pour quelles raisons et c'est seulement des années plus tard quand j'ai travaillé chez Polygram, donc chez Polydor, que j'ai appris que, le directeur artistique qui nous avait signé, qui s'appelait Philippe Desindes, qui était la personne qui avait fait des Cure, des grandes stars en France avec les Cure à Orange et cetera et qui nous avait dit que nous étions les suivants sur la liste, venait de quitter en fait et quand il a quitté, tout s'est arrêté pour nous. Mais ça, nous ne le savions pas à l'époque. Alors, à ce moment-là, Piast nous a demandé de travailler très vite sur un deuxième album, ce que nous n'étions pas capables de faire car nous travaillions lentement à l'époque, et nous étions extrêmement exigeants avec le choix des compositions et tout le travail de préparation. Il aurait peut-être fallu, retravailler sur un deuxième 45 tours, un troisième single et cetera, continuer à travailler sur l'album qui, je pense, avait encore du potentiel. Voilà, mais ça, je peux en parler maintenant avec un recul, très important. Heu,
d'autre part, Quel regard, j'allais dire, tu oui. portes sur ces années-là? Les années d'or de Dole, donc vraiment les années 80 finalement, hein, Les années 80, c'est ma jeunesse, donc ce sont des années qui me tiennent énormément à cœur, car je suis quelqu'un de très nostalgique et je retiens, beaucoup de souvenirs, beaucoup de rencontres, beaucoup de moments très forts, très émouvants. Surtout, une chance vraiment d'avoir pu être au centre de cet engouement du public local, tout d'abord, qui nous l'a toujours bien rendu, qui nous a toujours continué à faire vivre la légende de Dole dans la région, avec les rendez-vous successifs encore, la reformation en 2008, la reformation en 2019, le concert au Rox, l'incroyable nuit à Montquintin, en juillet il y a quelques années, et aussi au niveau international. Nous recevons toujours des demandes d'informations ou des félicitations qui viennent, de tous les pays du monde, des Philippines, du Pérou, des États-Unis. Encore l'année dernière, un grand article dans un webzine américain. Je dois dire que ça nous montre à quel point, nous avons laissé une trace, tout d'abord, et puis je pense qu'on a, ce que nous avons apporté, c'est aussi quelques bonnes chansons, tout simplement. Je crois que le fait d'avoir été exigeant musicalement avec nous-mêmes, pas nous prendre au sérieux, mais prendre ce que nous faisions au sérieux, ça a laissé une trace. Tout le monde nous dit que l'album n'a pas vieilli, il a un son intemporel, et bon, ça, c'est grâce à toutes les personnes qui ont collaboré avec nous. Hem, voilà, donc mon souvenir, je dirais heu mon appréciation personnelle est vraiment très positive, même si la fin du groupe a été très dure à vivre, ça a été vraiment comme un divorce. Ça a été un moment, un peu comme une mise en abîme à ce moment-là, mais avec le recul, je retiens le meilleur, et le meilleur, il était vraiment assez exceptionnel, oui. tu parles de Cure par exemple, Oui. on vous a dit: «Vous êtes, les suivants». Tu as pu côtoyer ces groupes-là, je crois, Oui. Cure, est-ce qu'ils n'ont pas donné un concert aussi à Redange, ou dans ce coin Oui, alors moi, en tout cas? je n'étais pas au fameux concert à Rodange qui s'est terminé par une soirée dans un bistrot d'Attu, OK. mais d'autres y étaient. Par contre, j'ai eu la chance de les voir à quelques reprises, entre autres à Metz lors de la tournée suivante. Je suis très fier d'avoir une photo, et Robert Smith et moi backstage, ça c'est juste incroyable. Hem, voilà, donc il y avait très peu de photos à l'époque, celle-là, elle subsiste. Oui, il y a eu les Cure, il y a eu l'incroyable souvenir aussi du concert de Depeche Mode, à Oberkorn, heu, donc qui fait maintenant l'objet de conférences à la Rocale. It is Walter. Heu, Oh bah, alors il semblerait que qu'RTL serait sur le point de publier enfin la vidéo complète du concert, alors qu'on n'a que 2 minutes. Enfin, ça, c'est une petite indiscrétion que j'ai pu glaner. Hem il y a eu d'autres groupes, et évidemment, il y a eu bien sûr, les groupes de Piast dont tu parlais, de Front, de K2, mais d'autres également. On a eu l'occasion de côtoyer Minimal Compact, ouais. l'incroyable groupe israélien. On a vu passer, Daniel Dark de Taxi Girl, de gens comme ça, et puis surtout Adrian Borland du groupe The Sound, qui était notre producteur, qui était vraiment un ami, que j'ai hébergé à un certain moment, et qui était revenu, ici en 97, je pense, pour la fête à Dole, au hall polyvalent, et qui m'a permis de partager la scène avec lui. Et puis surtout qui nous a accompagnés pour l'enregistrement de l'album. Voilà, des personnes très inspirantes, que nous avons eu la chance de côtoyer à cette époque. Avant de connaître le groupe justement, pour m'être rendu plusieurs fois à Thu, on parle encore, de Dole. Ah oui, Il y a vraiment? plein de gens, je pense que la bourgmestre à l'époque m'avait parlé de Dole, Ah oui, vraiment? donc c'est encore bien resté, la preuve, Oui, oui. là on est, presque 40 ans plus tard je pense, donc Oui, bientôt. c'est Donc l'année prochaine, on pourra célébrer les 40 ans de la sortie de l'album. ça fait. Oui, tout à fait. Mmh. Et par rapport au Speed of Hope, justement, par rapport à l'album, comment ça s'est passé au niveau artistique, au niveau de la création? Est-ce que c'est toi qui Oui. écrivais? Comment ça s'est passé au niveau du processus, Ouais. qui est resté un bon album avec Slumberland, qui est connu, par tout le monde, je pense, ici, en tout cas dans la région? Oui, et bien, en fait, le groupe travaillait principalement le samedi. On rentrait chacun de nos études, ou certains travaillaient déjà, et on se retrouvait, à Attu, toujours dans la maison des grands-parents d'Éric Bussienne, dans le salon où on avait écarté les meubles. On n'avait pas de salon de salle de répétition professionnelle. Et en fait, parfois, ceux qui habitaient à Attu se retrouvaient aussi en semaine, et c'est plutôt ce noyau-là qui apportait des thèmes musicaux, et mon rôle était principalement l'arrangement. C'est-à-dire, de vraiment, décider comment, la chanson va se dérouler, l'intro, ajouter ceci, cela. Au début, je créais également les patterns de boîte à rythme, OK. et ensuite, tout ça se faisait vraiment d'une manière très, très fluide. Ensuite, on laissait de l'espace pour Pierre Istas, qui était le saxophoniste, qui lançait des solos, ou des riffs et des choses comme ça. C'est pas une musique où il y a beaucoup de solos, donc la guitare ne joue pas des solos, mais plutôt des thèmes. Et puis,
Je pense qu'il y avait un son assez organique, assez naturel et c'est justement ce son-là qui a été conservé lors de l'enregistrement de l'album parce qu'on a d'abord fait un enregistrement où tout le monde jouait, mais dans des pièces différentes et puis après on a réenregistré certaines parties pour mieux consolider, le tout et je pense que c'était vraiment le son de l'album. Il n'y a pas eu énormément d'effets de production, il y a eu, vraiment juste, un souci de reproduire, de conserver, de transmettre, le son du groupe tel quel Mmh. et ensuite, moi ce que je faisais principalement également, c'était écrire les textes, OK. sur des thèmes, plutôt personnels, en essayant de faire du bon anglais. Enfin bon, voilà, avec mes moyens de l'époque. Bah, oui, c'est ça, oui, c'est clair. Ouais. On est toujours ici à l'entrepôt pour, ce podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg, podcast à retrouver sur YouTube. Rémi aussi, est-ce que le groupe finalement n'était pas là, présent à l'instant T? C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement qui était en vogue, Dole cochait toutes les cases finalement en termes d'expérimentation, même s'il fallait Et effectivement apprendre peut-être aussi à écrire en anglais, mais c'était purement générationnel aussi je pense, tout ça a joué sans doute dans le succès du groupe? oui, en fait, il n'y a pas eu trop de questions. C'était vraiment l'émanation de nos références, de nos choix, de ce que nous aimions, hein, tout simplement. Voilà et nous étions baignés dans cet univers, de musique anglo-saxonne, plus anglaise qu'américaine, et on voyait quand même qu'en Wallonie, en Belgique, en Flandre, il y avait l'émergence comme ça de groupes, avec lesquels on pouvait se mettre en rapport assez facilement un peu partout. D'autant que nous étions étudiants dans différentes villes comme Tournai, Jemelle, il y avait Gembloux, Louvain-la-Neuve et donc, un peu dans tous les campus, on trouvait, beaucoup d'énergie, i les radios libres étaient aussi assez importantes, C'est comme ça que tu découvrais la musique via les radios libres par exemple ou, assez bien, assez bien. Il y avait quelques émissions de télé, je me souviens de l'émission de Cône à la télévision française, l'émission de Gilles Verland avec les concerts, moi je suis allé à un de ses concerts, à la RTB. Il y avait également, des magazines, spécialisés, il y avait Rock This Town, dont le rédacteur en chef était un ami originaire de Virton. Pierre Arnoux. Il y avait également les magazines anglais, français, bon vraiment toutes influences, mais on voyait qu'il y avait un mouvement, plus international où l'Europe continentale reprenait sa place. Je dirais dans la musique, il y avait à certaines périodes, on parlait des groupes allemands, puis de la Hollande, des Français, des Italiens, des Espagnols. Ça bougeait pas mal. Nous avons même pu profiter d'un réseau de salles avec, les Halles de Schaerbeek, une salle à Zurich, une salle à Genève, des organisateurs à Barcelone pour aller jouer des concerts dans différents endroits, Berlin également. Hem, donc je pense effectivement qu'on s'est bien inscrit dans l'air du temps des années 80, même s'il y a eu des gens qui sont arrivés un peu plus tôt, un peu plus tard, voilà. Et la new wave, c'est un mouvement extrêmement large, parce que maintenant on parle peut-être plus de post-punk. New Post-punk est wave, plus c'est ça, étroit, ouais. mais dans la new wave, il y a des gens qui faisaient des choses très électroniques, très jazzy, très pop, même presque folk. Ça partait vraiment dans tous les sens et en fait tout ce qui nous plaisait, voilà, moi je suis pas un puriste et donc moi j'aime énormément ce genre de musique parce qu'il y a de la bonne musique dans tous les genres et plus on fait de musique, plus il y a des chefs-d'œuvre. Et donc je pense que ça nous a le fait d'avoir écouté beaucoup de musique, d'être vraiment très, très fan d'énormément de groupes et ce que nous étions tous, nous a permis aussi de faire une synthèse de ce que nous aimions et ça n'a pas été très compliqué en fait de retranscrire ça, aussi bien, dans la musique que dans l'énergie sur scène, le contact avec le public, et les différents concerts qui nous ont permis aussi d'évoluer, voilà, avec aussi une scène qui se professionnalisait de plus en plus, même s'il y avait peu de salles, aussi bien, je dirais, avec autant de moyens et autant de professionnalisme que ce qu'on peut trouver, par exemple, à l'entrepôt C'est-à-dire? qui a des Que mé Dole avait alors à l'époque? C'était des quel petits concerts par-ci par-là, enfin, comment ça se faire se passait? faire connaître, oui, c'est ça de Ah, c'était vraiment, oui, il fallait saisir les opportunités. On a pu aussi bien jouer dans des cafés, heu, que dans des clubs de jeunes. Je dirais qu'un regret, c'est qu'il y a eu très peu de choses en Flandre. Alors que j'ai des amis flamands qui me disent qu'ils connaissent tous les groupes de l'époque et pas Dole. Alors ça, c'est vraiment pas possible. Pourtant nous avions parlé avec un manager flamand, enfin un tour manager, Pias a organisé un concert à Anvers, mais on n'est pas pass je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est peut-être un regret. Hem, voilà, mais oui, pour les concerts, tout d'abord, c'était demander des possibilités sur les campus où nous étudions, chacun, moi je me suis enfin, j'ai trouvé Louvain-la-Neuve et cetera et d'autres c'était Tournai, Namur, le centre de rencontre, Liège et cetera. Donc il y avait des initiatives,
Et puis je pense qu'il y avait aussi des fans de musique qui recherchaient, heu, qui recherchaient des groupes belges pour les faire jouer, voilà donc via des amis un peu à gauche et à droite, c'était à oui, à Liège, je sais plus. Il y avait quelques festivals, il y a eu un festival à Ciney, un festival dans des maisons de jeunes aussi, des OK. maisons de jeunes et aussi, en 86, nous avons été le premier groupe rock à aller dans les écoles avec les jeunesses musicales. OK. Avant, il y avait eu un duo piano-batterie avec les musiciens de Pierre Absat, Major et Williams, mais le premier groupe rock qui était dans les écoles, c'était nous. On a été souvent bien accueillis, parfois mal accueillis par les profs qui disaient: «Non, c'est du rock, n'y allez pas vraiment, hein». Qui barraient la porte du gymnase où on allait jouer aux élèves, ça c'est arrivé et ça nous permettait aussi parfois de jouer un concert le soir, comme à Karlsbourg, comme, voilà, je sais plus quel, je crois que c'est Charcot qui m'a fait savoir un jour qu'il était internalisé et qu'il nous avait vus et que ça avait vraiment été éblouissant pour lui. Ah oui. Waouh, quand même, ça fait plaisir, évidemment, évidemment. Nous soir, on peut terminer par la photo que tu as apportée, Oui, certainement. voilà, pour la montrer, c'est pas Alors, trop où est la photo? la voilà, elle arrive, magnifique. Mon Alors, assistant. est-ce que tu peux nous la commenter? Alors je la montre, je pense Ou que vous allez ouais. la passer. Alors c'est une photo qui a été prise par un ami, Patrick Gris et qui est mise en scène, hein, voilà. C'est le groupe qui pose. Ça, c'est l'équipe qui a enregistré l'album avec, Éric Bussienne, Marc Ridremont, Michel Biver, Pierre Istas, Pierre Bayeux et moi-même. Donc voilà, 6 jeunes de la région, fans de musique qui ont porté assez haut, je crois, leur amour, leur passion de la musique, voilà. Eh ben, écoute, on te remercie en tout cas d'être venu, participer à ce podcast. C'était Merci, bien agréable, donc super. à bientôt et bonne continuation pour tes projets musicaux, quels qu'ils soient. Oui, je pense que l'année prochaine, les 40 ans de l'album, voilà, on pourra peut-être en reparler. Magnifique. Voilà. Allez, merci. Merci Nicolas.